Permettez-moi d'excuser notre présidente Nora Bach, notre vice-président Jean-Claude Reyding, notre directeur Sylvain Hoffmann et notre sous-directeur Carlo Freisig de ne pas être présents ce soir. Au nom de la CSL, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue à la table ronde de ce soir. Un sujet qui concerne toutes et tous directement ou indirectement, c'est-à-dire la discrimination. Parler de discrimination, c'est parler de ce qui blesse, de ce qui sépare, de ce qui freine, de ce qui parfois détruit des parcours, des vies, des rêves. Mais aussi et surtout parler de ce que nous pouvons faire individuellement ou collectivement pour que cela change. Nous vivons dans une société qui affirme dans les lois et dans ses valeurs les principes fondamentaux d'égalité. Mais nous savons que l'égalité formelle ne garantit pas toujours l'égalité réelle. Le racisme, le sexisme, la discrimination liée à l'orientation sexuelle ou au handicap, à l'apparence physique, à l'origine sociale, à l'âge, à la religion ou d'autres caractéristiques existant malheureusement encore de nos jours. Il est de notre responsabilité de les nommer, de les comprendre et de les combattre. C'est à cette fin que la table ronde de ce soir a pour but d'offrir un espace de parole. Je tiens chaleureusement à remercier nos intervenants pour leur engagement. Merci également à tous et à toutes d'être présents ce soir. Lutter contre la discrimination, c'est une question de dignité, de justice, mais aussi de démocratie. Il n'y a pas de démocratie vivante et réelle sans égalité effective et sans inclusion. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je passe la parole à notre collègue, à mon collègue aussi. Aujourd'hui, je représente la Chambre des salariés comme comité, mais je suis aussi partie du département et je passe la parole à José Correa. Merci. Alors tout d'abord, merci d'être venus nombreux, de vous être inscrits, de vous intéresser à ce sujet. Euh, Ce n'est pas un sujet étrange pour nous, le département des immigrés de l'EGBL, puisque dans notre credo, on a droit égaux pour tous contre toutes les discriminations. Et bien sûr que, en tant que département des immigrés de l'EGBL, on est plus particulièrement on a plus particulièrement à faire avec les problèmes et les discriminations des immigrés, mais ça fait depuis quelques années qu'on essaye aussi de parler de toutes les discriminations au sens large. D'ailleurs, il y a 2 ans, on avait fait une semaine contre les discriminations qui avait eu beaucoup de succès. Et là aussi, on avait essayé de toucher tous les sujets, tous les genres de discrimination. Merci à nos intervenants d'avoir tout de suite dit oui pour venir. Merci beaucoup à ceux qui sont là. Vous avez du matériel promotionnel de l'OGBL. Et en ces temps très perturbés que nous vivons, je vous rappelle que le 28 juin, on compte sur vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors merci Sonia, merci José pour l'introduction. Merci à vous toutes et tous d'être venus parce que effectivement le vendredi pour un vendredi soir comme ça c'est impressionnant de voir autant de monde parce que c'est quand même une période assez chargée avec beaucoup de boulot en tout cas pour les collègues de l'OGBL, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Et donc, ça fait plaisir de voir que vous soyez nombreux et ça fait plaisir de voir aussi que le sujet mis en avant ce soir, dans le cadre de cet événement organisé par notre département des immigrés de l'OGBL, qui fête cette année ses 40 ans d'existence aussi, ce qu'il faut souligner, ça montre aussi que ce sujet est et reste un sujet d'actualité. Bon, quand on prépare ce genre de sujet, la première chose qu'on fait toujours, c'est regarder un peu les définitions. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est regarder évidemment la définition de ce que sont les discriminations. Alors, on pense toujours savoir ce que c'est que les discriminations, mais c'est toujours bon de remettre le cadre. Et donc, l'intelligence artificielle m'a dit que la discrimination consiste à traiter une personne défavorablement en raison de caractéristiques personnelles interdites par la loi en raison de caractéristiques comme l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Il peut s'agir d'une exclusion, d'un refus d'accès à un service ou d'un traitement différentiel sans justification valable. Bon, après, ça rentre un peu plus dans les détails, mais ça, c'est pour poser la base. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, et je trouve qu'elle est presque plus intéressante, c'est de regarder parce qu'on est quand même dans un cadre politique, c'était de regarder ce que disait
l'accord de coalition du gouvernement Frieden sur la lutte contre les discriminations. Et là, j'ai été un peu étonné parce que j'ai vu une phrase. Donc, le programme de coalition pour 2023 à 2028, il dit lutte contre les discriminations. Titre, et en dessous, la réalisation de mesures dans le domaine de la lutte contre les discriminations continuera pendant les années 2023 à 2028. Voilà. Donc, il faut dire que si aujourd'hui on voit que ça suscite un vif intérêt et que ça intéresse beaucoup de personnes, ça ne semble pas être le cas de tout le monde, ou au moins il semble y avoir un constat comme quoi il ne s'agit pas d'une priorité ou alors qu'il ne s'agit pas d'une problématique qui reste d'actualité. Et pourtant, et je pense que là aussi on peut parler en tant que militant et représentants syndicaux, nous, on voit tous les jours, et je pense que les collègues me rejoindraient là-dessus, on voit tous les jours que il y a des discriminations dans les entreprises où on est actif, mais aussi dans la société en général, qu'il s'agisse des questions d'accès au logement, qu'il s'agisse des questions liées au travail, qu'il s'agisse de plein de sujets qu'il s'agisse de lutte contre la pauvreté, d'inégalité sociale et ainsi de suite. Donc que ça reste un sujet. On est confronté à un contexte politique mondial, j'ai envie de dire, où tout ce qu'on pensait encore impensable il y a 10 années en arrière est devenu une réalité et devient de plus en plus une réalité, et où toutes les thématiques où on pensait que, en gros, le progrès et l'histoire allaient s'en débarrasser, ces thématiques-là sont de retour. Et notamment, évidemment, le racisme, le sexisme et toute forme de discrimination qui refont une apparition brutale sur la scène politique et sociétale, sociale. Donc le sujet des discriminations n'est pas du tout clos, bien au contraire. Et ils devraient tous nous préoccuper, nous évidemment en tant que syndicalistes, parce que nous on croit profondément que les gens sont unis par leurs conditions de salariés ou de retraités, donc de gens qui travaillent pour gagner leur vie, et que c'est ça qui les unit, et que au-delà de ça, il y a aucune caractéristique qui devrait servir à les diviser. Donc pour nous c'est un sujet de première importance, mais aussi pour tout le reste de la société, parce qu'évidemment les discriminations sème la haine, sème les tensions et in fine, peuvent aller jusqu'à semer la guerre. Tout ça pour faire un peu un constat global et pour dire aussi que la lutte contre les discriminations ne peut évidemment pas se résumer à une phrase, mais va bien au-delà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni autour de cette table toute une série d'acteurs qui sont d'une manière ou d'une autre liés, enfin liés, pas liés, qui sont confrontés à la question des discriminations et qui luttent chacun et chacune à sa manière et dans son rôle contre les discriminations. Donc, je me permets de vous présenter les intervenantes et les intervenants. Donc, je vais commencer par mon collègue Joël Delvaux, qui s'occupe à l'OGBL de notre département des travailleurs handicapés et qui travaille surtout donc sur les questions d'handicap dans le monde du travail et lutte contre les discriminations fondées sur l'handicap dans le monde du travail. Ensuite, on a Madame Laetitia Charot, qui travaille ou qui est là pour représenter le centre LGBTIQ+, SIGAL. On a ensuite à mes côtés Jessica Lopez, qui est là en tant que représentante du CEFIS, Centre d'études et de formation interculturelle et sociale. Ensuite, Monsieur Ralph Kass, qui représente le ministère de l'Égalité des genres et de la diversité. Monsieur Gilles Bulchen, qui représente le Centre pour l'égalité de traitement. Et ensuite, Monsieur Didier Schneider, qui représente lui aussi le Centre LGBTIQ+, SIGAL. Moi-même, donc, je suppose que vous avez vu mon nom, donc je m'appelle David Angel et je travaille moi aussi pour l'OGBL. Donc, j'ai déjà fait un peu l'entrée en la matière en parlant de la définition des discriminations et en parlant aussi donc de ce fameux accord gouvernemental. Mais j'aimerais bien, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être demander aussi aux intervenants, et je penserai en premier lieu là au Centre pour l'égalité de traitement, qui a peut-être la vue la plus globale sur la question.
qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'état des lieux au Luxembourg en termes de discrimination? Est-ce que les discriminations, c'est un sujet du passé qui va se résoudre tout seul? Et quelles sont peut-être les formes de discrimination qu'on observe le plus? Quelles sont les tendances et quel est l'état des lieux? Merci. Merci. Alors, le sujet des discriminations est certainement pas un sujet qui va se résoudre tout seul, malheureusement. C'est un sujet qui reste très préoccupant, surtout à l'échelle mondiale, comme on a entendu, mais également ici au Luxembourg. Euh, Il faut dire que c'est assez difficile d'avoir des statistiques sur tout ce qui est discrimination, tout simplement parce qu'on est confronté à une situation qu'il y a beaucoup de victimes qui ne veulent pas signaler le fait qu'ils ont été discriminés, ce qui rend très difficile de faire des statistiques. En même temps, donc nous, de notre côté, c'était, si on se réfère au nombre de cas qu'on reçoit, on voit aujourd'hui que dans le monde du travail, il y a surtout des personnes qui vont se plaindre du fait qu'ils ont été discriminés sur la base de leur origine ethnique ou alors de l'handicap. C'est les deux motifs de discrimination qui sont les plus fréquents pour lesquels on va nous contacter. En même temps, voilà, je dois répéter que même si moi je cite ces deux motifs-là, on est très conscient qu'il y a peut-être des gens qui vont plutôt contacter une autre entité qui est peut-être beaucoup plus liée à leurs caractéristiques sur base de laquelle ils ont été discriminés. Et là, peut-être d'autres entités peuvent donner d'autres chiffres. Je vais dire tout simplement l'orientation sexuelle. On a eu en 2023 dans le cadre de l'emploi que 2 personnes qui nous ont contactés. Je suis sûr et certain qu'il y a des représentants d'associations ou du ministère qui vont vous dire, bah, nous, on a beaucoup plus de gens qui nous ont contactés pour ce motif-là. Alors, on peut tout de suite enchaîner avec la question là. Donc, peut-être les représentants du CIGAL, quel est votre point de vue là-dessus? Je suppose que vous êtes vous aussi contacté par des personnes qui sont victimes de discrimination euh, dans le cadre de leur travail et forcément aussi au-delà. Je peux donner des chiffres plus généraux. Laetitia a plus la main et la compétence sur la discrimination au travail, enfin du moins sur les effets de la discrimination au travail. Mais c'est vrai que les gens qui viennent chez nous ne témoignent pas. J'avoue que nous-mêmes, c'est vrai que des fois on est pris, on peut en parler une fois, mais ça leur demande parfois une démarche qu'ils ne souhaitent pas faire ou qu'ils ne veulent pas faire, ou parce qu'ils minimisent aussi, c'est pas mal. Pour le monde du travail, il y a beaucoup de minimisation, hein, ça c'est clair, hein. Mais je peux donner 2 chiffres qui sont pas forcément révélateurs de la discrimination parce que c'est notre nombre d'entretiens. Dans ces entretiens, il y a pas que de la discrimination, il y a aussi de l'accompagnement au coming out ou à la transidentité ou l'accompagnement aux familles arc-en-ciel, mais nos chiffres ont augmenté et les proportions sont restées les mêmes entre les discriminations, enfin, et les différents thèmes plus ou moins. Et donc en 2022, on avait fait 165 entretiens et en 2024, nous en avons fait 454. Et que si les chiffres depuis janvier se poursuivent sur la même lancée, on va sans doute être au-dessus de 600, voire 700 à la fin de l'année. Mais il y a un effet, comme tu le disais, si je te tutoie, mais il y a un effet backlash, c'est-à-dire le contexte est de plus en plus difficile, anxiogène d'un côté pour les personnes qui sont victimes ou qui sont dans des populations peuvent être victimes. Et de l'autre côté, on a une population plus conservative, plus réactionnaire, qui s'autorise plus de choses dans le monde du travail, mais aussi dans la rue, dans les réseaux sociaux, etc. Donc les deux font que voilà, les temps sont pas très bons en général, en effet, comme tu le disais. Claire. Voilà. Et mais je sais que Laetitia, elle a aussi parfois quand tu interviens dans les entreprises, pas si tu. Oui, alors au niveau des entreprises, c'est vrai que les personnes, beaucoup de personnes au niveau de tout ce qui peut être discrimination à l'orientation sexuelle ou bien à l'identité de genre, sont des personnes qui se cachent ou en tout cas ne disent pas qu'ils font partie de la communauté LGBT justement par peur d'être discriminés ou par peur de ne pas pouvoir, en tout cas avoir des promotions au niveau de l'embauche, etc. Donc il y a cette partie-là. Et ce que nous,
ce que nous avons, nous, ce qui nous est relaté le plus souvent, ce sont des micro-agressions, c'est-à-dire au jour le jour, il y a effectivement dans le langage ou dans la façon de parler des micro-agressions qui arrivent assez régulièrement et des personnes aussi qui sont mises de côté quand ils font un coming out au niveau de leur travail, qui sont effectivement mis de côté dans les entreprises et donc qui subissent une discrimination au jour le jour. D'accord, merci. Étant donné on est toujours sur l'état des lieux, j'enchaînerai avec Jessica qui m'a dit qu'elle allait aussi se référer aux résultats d'une étude qui s'appelle Racisme et discrimination raciale au Luxembourg, qui, je pense, a aussi un volet qui parle du travail plus concrètement. La parole est à toi. Merci. Effectivement, juste pour vous donner le contexte, 2022-2023, une étude a été publiée en 3 volets sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg, où le travail était un des grands thèmes, ou en tout cas un des lieux où il y avait le plus de discrimination. Il y avait le travail, il y avait le logement et il y avait l'école. Donc ça, c'était vraiment les 3 milieux clés. Pour vous citer juste un chiffre, 44,5% des résidents au Luxembourg pensent qu'il y a trop de discrimination raciste dans le monde du travail. Donc c'est sensiblement la moitié. Les répondants ont répondu en 2021, donc je prédirais aussi que la situation s'est empirée depuis. Et ce que l'étude montre très clairement, surtout le volet où nous avons interrogé les personnes s'auto-identifiant comme étant des victimes de racisme, c'est que dans le monde du travail, les discriminations ne sont pas reportées. Donc on voit que 67% des victimes disent ne pas en parler. Et il y a 2 principales barrières. La première, c'est clairement le rapport de force. Je vais vous donner un exemple très simple à comprendre. Il y a un ouvrier maghrébin qui dit « Depuis que je suis sur un chantier, mon chef ne m'a qu'appelé le terroriste ». Donc c'est une petite blague. Et le terroriste vient ici et le terroriste vient là-bas. Ça le gêne terriblement. Et pourtant, il décide de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a un CDD. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur un chantier proche de son travail. Pourquoi? Parce que ses collègues ne réagissent pas, donc il ne se sent pas soutenu. Donc clairement, il risque de perdre plus que d'y gagner en parlant et décide de ne pas en parler. Deuxièmement, il y a évidemment toujours la charge de la preuve qui incombe à la victime, donc il faut prouver qu'on a été victime. Et comme ça a déjà été dit, souvent c'est des micro-agressions, des commentaires, des allusions, des mises à l'écart, mais c'est très facile de faire croire à une personne qu'elle s'imagine cette exclusion ou que c'était pas méchant, que c'était pour rigoler, etc. Donc voilà, il ressort clairement que les chiffres existants ne reflètent pas du tout la situation dans le monde du travail et dans les autres secteurs, et que les lois qu'on a ne suffisent pas tant qu'on n'a pas des mécanismes qui encouragent les personnes à parler ou qui les soutiennent dans la libération de la parole. Merci. Je passerai du coup la parole à Joël Delvaux, qui, comme j'ai dit, gère le département des travailleurs handicapés de l'OGBL, qui est une autre forme, où il existe aussi une autre forme de discrimination, notamment dans le monde du travail, ce qui je suppose, fait la plupart de ton boulot. Est-ce que toi aussi, tu vois une recrudescence et au-delà de ça, comment se manifestent ces discriminations et quelles sont peut-être aussi les actions que vous pouvez mettre en place en tant que département pour lutter contre ça? Alors, c'est assez similaire que ce qu'on vient justement d'entendre hein, dans les autres cas, que ce soit maintenant porté sur le racisme. Au fait, ce que les membres qui viennent en consultation à nos bureaux nous témoignent souvent, ce sont aussi beaucoup des micro-agressions. Donc aussi beaucoup d'un peu de moquerie ou un peu de mise à l'écart dans le sens ah ben de toute façon toi tu peux pas faire ça donc laisse je vais donner la tâche à quelqu'un d'autre malgré que la personne a très bien la possibilité ou la compétence de le faire mais donc c'est une forme de dénigration des capacités du salarié en question. Mais il faut dire aussi que déjà en préalable, déjà rien qu'à la recherche et à l'embauche, là le problème se pose où on constate que dans beaucoup de cas de handicap invisible,
les personnes ne disent même plus qu'ils ont le statut, qu'ils sont détenteurs du statut de salarié handicapé, sachant que dès qu'ils viendraient à le dire, finalement, ben, même si l'entretien s'est bien passé et qu'au fond, tout semble plutôt aller dans une bonne direction, qu'il pourrait avoir une embauche, ben, finalement, tout d'un coup, la discussion tourne très vite à ben, on vous recontactera, et puis ben, finalement, c'est une négation qui aura comme réponse, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, au fait, ne profitent même pas de la possibilité que offre justement ce statut de salarié handicapé, s'ils peuvent cacher leur handicap. Alors, bien sûr, ça peut marcher un certain temps, mais il faut savoir que beaucoup de personnes qui reçoivent ce statut, parce qu'on ne le reçoit pas si facilement ça, hein, c'est qu'ils ont effectivement quand même une maladie importante, une maladie handicapante importante, qui, à moyen terme, ou même des fois à court terme, va avoir un impact sur leur qualité de travail qu'ils vont fournir, et ils vont donner beaucoup plus de ce qu'ils devraient, hein, et aller contre leur santé finalement, hein. Et tôt ou tard, de toute façon, ça se saura quand même, hein. Et alors, très souvent, quand ça arrive, que justement tout d'un coup, bah, la personne n'arrive plus à suivre le rythme et qu'elle commence à être de plus en plus absente pour raison de santé, etc., et que tout d'un coup, bah, le sujet est mis sur la table, que finalement, bah oui, mais il y a telle et telle maladie ou tel et tel handicap, bah, le reproche est, ah bah t'as pas été honnête avec nous, et bon, bah voilà, avec les conséquences que ça peut avoir jusqu'à un licenciement. Donc, oui, on constate très clairement que, au fait, la discrimination existe bien et bel et bien toujours, et que c'est très difficile d'aller à l'encontre. Alors, ce que nous, on a essayé de faire maintenant au niveau du département des travailleurs handicapés, c'est que quand on a des entretiens avec des membres qui viennent chez nous avec ce genre de situation, c'est qu'on les encourage vivement à prendre contact justement avec le CET, ne serait-ce que pour justement pouvoir recenser les cas, pour avoir plus de chiffres fiables. D'autre part, nous les encourageons d'être vraiment, dès l'entrée de jeu, honnêtes, de dire qu'ils ont le statut et de mettre en avant les avantages que ça apporte, hein, puisque avoir le statut, ça apporte justement aussi pour l'employeur quand même pas mal de soutien financier au niveau de que ce que l'État paye. Et donc, à ce moment-là, de plutôt mettre ça en avant comme un atout. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de changer à l'intérieur des entreprises l'approche donc de la différence et aussi de l'handicap, en offrant dans le cadre des formations syndicales et aussi au niveau de l'enseignement supérieur du travail, des formations spécialement dédiées aux délégués d'entreprise pour les sensibiliser au sujet de la discrimination et de ce que eux, en tant que délégués, peuvent entreprendre dans leurs entreprises pour justement changer l'attitude générale entre les collègues, quoi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va encore dans un deuxième temps un peu plus entrer sur les moyens des délégués du personnel et des délégations et aussi sur le rôle que peuvent jouer les syndicats. Je vais enfin donner la parole aux représentants d'un ministère. Donc c'est une tâche peut-être un peu difficile puisqu'on vient tout de suite d'entrer dans la matière avec une note un peu politique et forcément... Comment? Et tabasser dessus. Oui, voilà, exactement. Bon, je vais poser peut-être une question un peu large. Est-ce qu'on peut considérer que la législation actuelle protège efficacement contre les discriminations et est-ce que ce qui existe en termes de moyens légaux est suffisant? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, j'aimerais revenir un peu sur ton constat que tu as fait au début, qu'il y a une seule phrase dans l'accord de coalition actuel du gouvernement Frieden. Voilà, c'est vrai. Mais il faut, ça c'était au chapitre de l'égalité des chances, mais il faut voir un peu dans tous les chapitres de l'accord de coalition, quand même le ministère de la Famille qui est en charge du handicap, des personnes âgées, du racisme, de l'accueil des réfugiés. Voilà, dans ces chapitres, il y a quand même des mesures qui sont inscrites afin de lutter plus activement contre les discriminations. Puis on a un certain nombre de plans d'action nationaux qui sont en cours ou qui sont en cours d'élaboration, dont celui sur la pauvreté, sur le bien-vieillir, sur l'antiracisme, le plan LGBTIQ+, où notre ministère est en charge de l'élaborer. On est en train de le finaliser et de le rédiger. On est en toute dernière ligne droite, ensemble avec les partenaires qui sont ici sur la table, avec Didier et Laetitia, mais aussi d'autres organisations, aussi avec le CET
traité dans le cadre du comité interministériel. Donc, il y a quand même des mécanismes ou des moyens qui prouvent que le gouvernement prend la lutte contre les discriminations assez au sérieux, il faut le dire. Maintenant, j'aimerais aussi dire qu'avant d'aborder la question sur le cadre légal actuel, je crois que le gouvernement doit aussi réagir par rapport au backlash que Didier vient de mentionner. C'est très important de faire le constat qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est égalité, tout ce qui est non-discrimination, c'est pas un sujet qui est facile à traiter. Parce qu'on est dans un environnement qui est alimenté par des mouvements populistes, politiques, qui ne voient pas la question de l'égalité comme une priorité, bien au contraire. Donc, c'est très important que le gouvernement ou les ministères qui sont en charge, et on a quand même la chance au Luxembourg d'avoir un ministère de l'égalité des genres et de la diversité, qui est quand même un signe assez important aussi à travers l'Europe dans un contexte où on a des gouvernements qui certainement ne voient pas cela comme une priorité. Je regarde la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie. La Roumanie est en train de changer, heureusement, parce qu'ils viennent d'être élire un président qui semble être un peu plus progressiste, mais le climat n'est pas facile. Aussi, dans les États, des États comme l'Italie, c'est quand même abominable comment ils traitent la question de l'égalité, aussi envers les femmes. Il ne faut pas trop se concentrer sur les minorités qui ne sont plus des minorités, mais on tombe un peu dans le réflexe si on parle de l'égalité, de diversité, c'est toujours les communautés LGBTIQ+. Non, c'est pas ça. C'est tous les mouvements anti-genre sont quand même assez importants. Ça vient aussi des États-Unis. Si on a un président qui dit que c'est un ordre de toucher les femmes, et je vais pas répéter le mot, alors c'est un signe qui est quand même c'est assez fort comme message véhiculé, donc ça alimente un peu tous ces mouvements. Voilà, donc le contexte n'est pas facile, mais je crois qu'on est quand même outillé à réagir. On a vu ça lors des pétitions 31-98 et 32-81 qui, d'une part, avaient plaidé pour l'exclusion des thématiques LGBTIQ+ dans l'éducation et l'autre pour une intégration plus forte de ces matières, voilà, où je trouve que le gouvernement, à travers le ministère, a bien réagi pour marquer un signe fort, comme quoi c'est hors question de limiter nos efforts, d'intégrer ces matières dans l'éducation. Donc, il faut rester vigilant, il faut réagir et trouver des réponses par rapport à ces tendances qui sont actuellement en cours. Par rapport au cadre légal, il faut dire que le Luxembourg dispose quand même un cadre légal contre les discriminations qui est bien ancré dans notre code pénal. C'est le 454 et le 455, couplé avec l'article 80 du code pénal qui repose sur les circonstances aggravantes du moment où un crime peu importe où ce crime se passe, du moment où ce crime est lié à des motifs de discrimination comme l'orientation sexuelle ou le genre ou le handicap, voilà, la peine ou la sanction sera haussée en conséquence. On a une législation sur le harcèlement sur le lieu du travail qui n'inclut actuellement pas le harcèlement sexuel. Ça, c'est un peu dommage. Mais à ce qu'il paraît, il y a quand même une étude qui est en cours sur la législation en matière de harcèlement et qui potentiellement abordera également l'opportunité d'inclure des dispositions un peu plus spécifiques sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Donc, il y a des choses qui sont en cours et qui me rendent assez... Parce qu'il faut rester optimiste. Si on travaille dans un domaine comme les discriminations bénéfiques à des minorités ou à des classes sociales qui sont défavorisées, il faut toujours rester optimiste et de faire son apport pour améliorer les choses. Donc, il y a certainement encore du pain sur la planche,
Mais je crois que Luxembourg dispose quand même un contexte légal qui est fort, qui est bien ancré et qui jusqu'à présent n'est pas contesté. Euh, Maintenant, c'est une autre question de l'appliquer et de trouver des moyens pour l'appliquer. Voilà, les gens doivent se manifester. Il faut les encourager à prendre l'initiative, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau de la vie au quotidien, lorsqu'ils sont agressés sur les lieux publics, dans les transports publics. Voilà, si on Didier a certainement affaire avec des agressions qui sont perpétrées à l'égard des communautés LGBTIQ+, le taux de plainte est minime, et on est au bout des statistiques de l'Agence européenne contre l'AFRA, l'Agence européenne contre les droits fondamentaux à Vienne. Voilà, où Luxembourg est vraiment, vraiment en dernière position. Voilà pourquoi c'est comme ça. Je crois que le Luxembourg est trop petit. L'exécutif du territoire luxembourgeois est quand même, ça n'encourage pas vraiment les gens de se manifester parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent l'anonymat. On craint que l'anonymat n'est pas vraiment respecté. Donc, il y a certainement des causes qui expliquent cela. Voilà, je crois qu'il faut travailler là-dessus, de sensibiliser les gens que voilà, qu'il y a une protection légale et qu'il y a un moyen d'agir contre et qu'il y ait au niveau de la police, ça c'est un travail qu'il faut certainement aussi à faire. Des gens parce que là aussi il y a une grande méfiance à se manifester par rapport aux policiers, de s'ouvrir et voilà, de, de rapporter leur traumatisme. Je crois qu'il faut agir là-dessus, sur l'application de la législation actuelle et voilà, de motiver les gens et voilà, de faire passer les messages. Il y a une protection, il y a une aide aussi à travers nos services, que ce soit au niveau du harcèlement. On a quand même des ASPL qui sont actifs, on a nos partenaires au niveau des communautés LGBTIQ+, on a les organisations des femmes aussi, qui proposent aussi des aides au niveau de l'information à la justice, des informations juridiques. Voilà, je termine maintenant. Je crois que je monopolise un peu la parole. Merci beaucoup. J'aimerais bien m'attarder un peu sur cette question de backlash, où on voit un peu à travers le monde des choses qui se passent et les répercussions que ça peut avoir très concrètement dans le quotidien des gens. Justement, tu parlais de cette fameuse pétition qui revendiquait l'exclusion des thématiques LGBTIQ+, des écoles. Et donc, j'aurais bien aimé savoir, parce que tu en parlais aussi avant, Didier, comment est-ce que ça se ressent après sur le terrain? Quelles sont les remontées que vous avez peut-être? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous voyez très concrètement après qu'il y a une recrudescence d'actes discriminatoires dans un contexte tel? Sur la pétition en particulier ou sur le contexte en général? En général, mais aussi en particulier. Alors, je vais déjà peut-être parler de la pétition et je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'ai tendance aussi à beaucoup, enfin aussi je ne sais pas, mais j'ai tendance à beaucoup tirer ma pensée. Bon. La pétition, elle a eu un effet qu'elle a mis des gens mal, vraiment. Elle a mis, et notamment les plus jeunes, les 17, 18, 19, qui ont une expérience de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre qui est récente. C'est pas facile déjà pour un jeune de 13, 14, 15 ans, même quand on est dans une famille qui est ouverte et soutenante, etc. C'est pas facile déjà de le faire, de toute façon. Et en effet, il y a eu des messages au niveau du gouvernement qui étaient favorables depuis 10 ans, 15 ans. Enfin, on nous parle beaucoup de Xavier Bettel, par exemple, chez les réfugiés, quand j'en vienne, et on dit pourquoi le Luxembourg? Dans les réponses possibles, il y a Xavier Bettel dedans. Et tout d'un coup, il y a eu comme un effet d'arrêt net, c'est-à-dire le pays dans lequel je vis n'est pas aussi friendly que je le pensais. Donc ça a créé une montée de l'anxiété, de l'angoisse. Et ça, on l'a vu tout de suite.
Je crois qu'elle est sortie un lundi, si ma mémoire est bonne. Et dès le mardi, on a eu des appels de gens qui étaient pas bien. Des gens du Luxembourg, beaucoup de gens de l'étranger aussi, enfin qui étaient des expatriés qui ont appelé, qu'on a dû recevoir. Et nous avons nous avons pris la décision de rester ouverts, c'est-à-dire normalement nous fermons toujours les 2 premières semaines d'août et on a bousculé tous nos agendas, nos vacances pour rester ouverts avec un minimum de personnel, mais pour recevoir les gens. Et dans ces 2 semaines-là, c'est rajouté aussi des personnes qui, du fait des pétitions, étaient anxieux, mais ont vu aussi des montées de l'agression verbale, pour la pétition verbale, voilà. Sur le contexte général, l'Italie, par exemple, a fait beaucoup de mal aux familles arc-en-ciel. Donc, les familles arc-en-ciel, ce sont toutes les familles dont au moins un des parents se reconnaît dans la communauté LGBTIQ+. Donc, vous savez que l'Italie a pris des mesures absolument, je sais pas comment on pourrait dire, effroyables pour les familles arc-en-ciel. Donc, ça a créé beaucoup d'anxiété, anxiété qui avait aussi d'ailleurs été traitée, ce qui était assez étonnant pour la pétition. Là où on avait vraiment des gens anxieux, c'était justement sur les familles arc-en-ciel qui avaient des enfants et qui disaient j'ai peur pour mes enfants. Voilà. Parce qu'on est 2 papas, on est 2 mamans, j'ai peur pour mes enfants. Maintenant, j'ai peur pour mes enfants. Voilà. Et c'est autre chose quand on a peur pour soi que quand on a peur pour ses enfants. C'est d'autres mécanismes. Et sur l'effet backlash, je vais donner un exemple. Un exemple. C'est que il y a eu, à l'élection de Trump, on a eu, c'est pas grand chose, mais sur 2 ou 3 semaines, on a eu 4, je pourrais pas vous dire, mais environ 6 personnes qui sont venues. Et je me rappelle de un jeune homme qui me disait, avant, on me regardait de travers, j'avais parfois des insultes, il a 20 ans, hein, dans son village. Il m'a dit, hier, on m'a acheté des pierres et on est venu me frapper. Et il a dit, c'est Trump. Pour moi, c'est Trump. Et on a eu d'autres cas où des personnes qui, en effet, ont été agressées, mais lui, il a vraiment été agressé physiquement. Donc, j'avais déjà des violences, mais c'était verbal. Là, c'est devenu physique. Et je reviens un tout petit peu en arrière, et j'aurai fini, je vous le promets. Sur les personnes qui portent pas plainte, euh, il y a un travail d'inclusion, c'est-à-dire il faut que les institutions, police, justice, soient plus inclusives, soient formées. Il y a le travail du ministère du Méga qui est en train justement de travailler avec la police là-dessus. Et d'un autre côté, il faut aussi, et ça c'est notre travail en tout cas, au Sigal, enfin moi je le vois comme ça, c'est d'accompagner les personnes à aller au-delà peut-être des préjugés, parce qu'on va se dire, je vais pas aller à la police, parce que qui va me recevoir, comment on va me recevoir, qu'est-ce qui va être fait de ma plainte, et puis de toute façon, ça sert à rien. Donc nous, on essaye de faire ce travail-là, puisqu'on accompagne, nous, ces personnes. Et j'aurais vraiment fini là, c'est une situation. L'année dernière, on a une salariée qui fait du yoga, qui est aussi professeur de yoga, qui faisait du yoga en ville, je sais plus dans quel parc. C'est un yoga cuir, donc elle a un grand drapeau, etc. Et elles se sont fait agresser par un groupe de personnes qui ont jeté des pierres et elle a été blessée à la tête. Elle a même dû aller à l'hôpital. Elle revient le mardi, salariée du Cigale. Impossible de lui faire porter plainte. Impossible. Elle a refusé. Alors qu'elle a clairement été victime, qu'elle a travaillé au Cigale. C'est même la plus ancienne salariée du Cigale parmi tous ceux qui étaient là. Et ben, elle n'a pas voulu déposer plainte. Donc le chemin est quand même avec, ça servira à rien de toute façon. Voilà. Oui. Et ça, c'est tellement important parce que une des raisons qu'on entend assez souvent, c'est exactement ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Mais parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont porter plainte, donc il n'y a pas assez de jurisprudence, donc il n'y a aucune sécurité devant la loi de savoir comment est-ce que le juge ou le tribunal va décider dans cette affaire. La jurisprudence qui existe, bah, je peux vous dire qu'il y a certaines décisions qui ont été prises où tout le monde va se dire, ah bon, ok, mais si c'est comme ça qu'on va décider, moi je vais pas aller porter plainte contre quelqu'un. Donc ça, c'est un énorme souci qu'on a aujourd'hui, qu'il n'y a pas de jurisprudence. Se rajoute le fait, Ralph, tu l'avais dit, le fameux article 80 qui a été rajouté dans le code pénal, tu avais dit que la peine est doublée. Je dois te corriger, c'est pas correct, elle peut être doublée. Non, non, mais mais c'est important pour moi de le dire parce que on sait que cet article a été introduit il y a 2 ans, plus ou moins, n'a encore jamais été utilisé. Donc, il y a cette loi qui existe, mais elle n'est pas utilisée. Donc, les moyens qui existent, on ne sait pas dire vraiment s'ils sont suffisants ou pas, parce que les gens, ils ne l'utilisent pas.
Et le fait qu'ils ne l'utilisent pas va faire que d'autres auront peur de le faire. Donc, se rajoute cette difficulté qu'on a déjà parlé un peu d'apporter la preuve, bien que au niveau pénal, c'est pas le cas, mais au niveau civil, a priori, si on arrive à avoir des indices comme quoi il y a eu une discrimination, il y a le renversement de la charge de la preuve, mais il faut quand même apporter quelques indices comme quoi il y a eu cette discrimination. Encore une fois, c'est quelque chose qui reste difficile à prouver. Encore un point que j'aimerais rajouter, l'intention de discriminer n'est pas punissable. Il faut effectivement passer à l'acte. Je peux vous citer, il y a un jugement qui a été rendu où une personne n'a pas été engagée c'était une candidature spontanée, la personne n'a pas été engagée. Le chef de l'entreprise a dit il faut faire qu'on fasse attention aux couleurs qu'on a dans notre établissement. C'est quelque chose qu'il a dit. Bah, cette personne-là, elle n'a pas été condamnée tout simplement parce que, selon le tribunal, il n'y avait jamais intention d'engager quelqu'un, donc il n'y a pas eu de discrimination parce que cette personne-là n'a pas été traitée d'une autre façon qu'une autre, et voilà. Et ça, c'est le genre de décisions qui sont prises devant le tribunal qui ne vont pas rassurer les gens à porter plainte. Donc, il faut de la jurisprudence, il faut plus de jurisprudence en espérant qu'elle aille dans la bonne direction, bonne direction pour les victimes. Et pour avoir ça, il faudra probablement changer des choses. Et je pense qu'on va encore continuer à discuter de ça un peu. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pourrais même aller un peu plus loin. Donc, dans les témoignages qu'on a eus dans le cadre de cette étude, mais aussi les choses qu'on sait de nos engagements respectifs au quotidien, c'est que il semble aussi faux de dire que les gens ne veulent rien faire, ne font rien. Les gens, quand ils disent ça sert à rien, c'est parce qu'effectivement, ils ont des exemples autour d'eux qui confirment que ça sert à rien. Parce que souvent, ça sert à rien. Dans beaucoup de cas, dans les services sociaux, on est obligé de dire aux gens, ceci, c'est ce que vous pouvez faire, et ceci, c'est les potentielles conséquences. Parce que quand on est juste et correct avec les gens qu'on accompagne, on est obligé de les informer des éventuelles conséquences que cela pourra avoir sur leur vie. Quand on parle, par exemple, d'une personne, notamment des personnes, par exemple, qui sont en situation de séjour irrégulière ou qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent aussi être revictimisées parce qu'elles ont aussi, dans la situation dans laquelle elles se trouver, participer à une activité irrégulière, illégale, etc. Les conséquences sont énormes pour les personnes. Donc les personnes ne portent pas plainte parce qu'effectivement les procédures ne sont pas adaptées. Premièrement, il y a la police. Ça se passe généralement pas très bien à la police. Ça, c'est juste une réalité factuelle. On va à la police, on dit je suis harcelé au travail, je suis harcelé, etc. J'ai des remarques racistes, etc. La police va dire à la personne, mais bloquez la personne sur votre téléphone. Donc, voilà, si la personne, elle ne connaît pas les circonstances aggravantes, les différentes lois, les procédures, etc., elle s'est manifestée quelque part et à cet endroit, on lui a dit, bah, tant pis, bloquez la personne. Donc, la vérité, c'est que oui, il faut encourager les personnes à parler, mais quand les différentes études dans différents domaines montrent que la grande majorité des victimes n'ont pas confiance dans un système, il faut aussi remettre en question ce système et voir quelles sont les procédures mises en place et qu'est-ce qu'on fait pour regagner la confiance des potentielles victimes. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier, et ça ressort clairement aussi de l'étude, que parfois, la discrimination, elle est systémique. C'est le système qui discrimine. Donc, un des autres secteurs que j'ai nommés, c'est l'école. Et dans l'école, tous les témoignages qu'on a eus des discriminations, où la grande majorité ne portait pas sur des discriminations du type insulte, microagression, etc., mais portait vraiment sur le système scolaire m'a discriminé, le système scolaire discrimine dans l'orientation scolaire. Donc, il y a aussi le système même qui discrimine. Et je pense que malgré un cadre légal qui est plutôt bien,
et avec des avancées très positives, notamment l'intégration en 2017, la circonstance aggravante en 2023. On a quand même un contexte politique qui a beaucoup de mal à remettre en question le propre système et à comprendre qu'il ne nous suffit pas une loi du vivre ensemble pour lutter contre les discriminations, mais que la discrimination, on lutte contre elle dans nos politiques de logement, dans nos politiques en matière de travail. Enfin, tout va avoir un impact plus ou moins grand sur différents groupes. Et c'est ça aussi la discrimination. Merci. J'aimerais bien encore approfondir un peu le sujet justement sur le monde du travail, sur le lieu de travail, puisque évidemment, c'est peut-être ce qui va le plus intéresser l'audience, qui est une audience majoritairement qui vient du syndicat, et je pense que toutes les discriminations sont aussi, comment dire, sans sous forme concentrée, se retrouvent aussi dans le monde du travail et sur le lieu de travail. Bon, il a beaucoup été parlé de micro-agressions, de commentaires. On sait tous et toutes que c'est très difficile à contrer, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit commentaire, la personne va toujours dire c'est pas ce que je voulais dire, tu as mal compris, etc. Et forcément, la lutte contre ça est très difficile. Par contre, tout ce qui est structurel, c'est beaucoup plus, comment dire, pas plus simple, mais en tout cas, on peut plus facilement identifier les pistes pour le prévenir, et ça va peut-être aussi engendrer un recul de ces micro-agressions, de ces commentaires discriminatoires. Donc, j'aimerais peut-être un peu me tourner de ce côté-ci, peut-être Laetitia, quelles sont peut-être les pratiques qui sont déjà en place dans les entreprises ou qui peuvent être mises en place de ton expérience, ou qui sont utiles pour lutter, donc des mesures structurelles peut-être qu'on peut mettre en place pour lutter contre ce genre de microagressions et de harcèlement au travail. Alors nous, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que certaines sociétés mettent en place des politiques D&I, donc diversité et inclusion. Et souvent, dans ces politiques-là, on invisibilise un petit peu tout ce qui est LGBTIQ+, c'est-à-dire que on n'en parle pas ou très peu. C'est vrai que là, on se retrouve avec des salariés qui, en fait, ne sont pas représentés du tout dans la politique diversité et inclusion de certaines sociétés. Ça vient également du fait que la plupart des personnes ne sont pas formées. Donc ça, c'est un gros problème, la formation au niveau des thèmes LGBTQIA+. On le voit d'ailleurs au niveau des délégués de l'égalité, qui ne sont absolument pas formés à cette thématique-là. Donc ils sont formés à beaucoup de thématiques, mais pas celle-ci. Donc, on se retrouve souvent dans une société où quand on va voir effectivement quelqu'un, déjà, il est souvent très difficile de savoir vers qui vers qui aller, parce que ayant travaillé dans plusieurs sociétés, etc., c'est très rare qu'on vous dise, bah voilà, si tu as un problème, va voir telle et telle personne. En fait, c'est à vous de chercher un petit peu. Donc ça, c'est une problématique aussi dans beaucoup de sociétés. Mais l'accompagnement, il est difficile des personnes LGBTIQ+ dans les sociétés parce qu'on a un manque de formation. On a un manque de formation des ressources humaines, déjà, ça commence par là. Donc, je veux dire, on a des personnes qui sont stigmatisées, je pense notamment aux personnes transgenres qui ont des grosses difficultés en entreprise du fait de leur transidentité, les non-binaires, les personnes non-binaires également, qui sont en grosse difficulté, parce qu'effectivement, on a un manque d'information, un manque de sensibilisation et qui fait qu'aujourd'hui, dans les sociétés, les personnes, en fait, ne connaissent pas les sujets ou en tout cas ne se forment pas suffisamment. Les personnes sont invisibilisées, notamment, on se rend compte aussi de beaucoup de jeunes qui rentrent dans le monde du travail, qui ont déjà été stigmatisés ou en tout cas qui ont vécu des discriminations à l'école et qui se disent, je rentre dans le monde du travail, donc en fait, je cache cette partie-là de moi, parce que je n'ai pas envie de subir encore une fois, en tout cas, des discriminations. Je pense qu'il y a une aide à apporter aux sociétés, en tout cas à ce niveau-là, pour créer des safe places, pour créer en tout cas dans leur politique de diversité et d'inclusion, des spécificités également pour les personnes LGBTIQ+. Mais je vais peut-être enchaîner là-dessus, puisque là, tu as parlé aussi
du délégué à l'égalité qui existe dans toutes les entreprises qui ont plus de 15 salariés et qui est le délégué ou la déléguée qui a le moins de moyens, hein, qui a le moins d'heures, le moins de moyens, le moins d'heures de formation, etc. par rapport à tous les autres postes qui peuvent exister. Donc là aussi, on voit que ce n'est pas une priorité. On a dans les entreprises maintenant on a un responsable pour la protection des données, on a un responsable harcèlement au sens large. On a des politiques, enfin on a obligatoirement, notamment dans les conventions collectives, on a des points qui sont obligatoires sur le harcèlement, sur l'égalité des genres, mais on a très peu, enfin ou rien, hein, d'obligatoire en termes de discrimination qui vont au-delà de l'inégalité de genre ou qui vont au-delà aussi du pur harcèlement moral et sexuel. Quelles seraient peut-être les pistes sur lesquelles il faudrait travailler en termes de législation? Est-ce qu'il y a des pistes qu'on pourrait creuser? Est-ce qu'il y a des exemples aussi qui existent peut-être en la matière? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les entreprises pour remédier à ça? Bah, déjà, je pense que le plus gros problème qu'on a, c'est le fait que les formations ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire tout ce qui est formation LGBTQ+, que ça soit au niveau de la police, que ça soit au niveau des écoles, etc., ils ne sont pas obligatoires. Donc quand vous avez des personnes qui, effectivement, à un moment donné, sont en relation directe, notamment au niveau de la police, au niveau des écoles, je veux dire, les professeurs, etc., si eux déjà n'ont pas été formés au départ, il y a déjà un manque qui se crée et qui fait qu'à un moment donné, ces personnes-là sont de plus en plus invisibilisées et se retrouvent effectivement dans une incompréhension complète de leur statut. Donc c'est pour moi, il faudrait qu'à un moment donné, on rende des formations obligatoires. Parce que si vous ne les rendez pas obligatoires, les seules personnes qui viendront à vos formations, ce sont déjà des personnes qui sont ouvertes à ces thèmes-là, qui ont déjà, en tout cas, une appétence pour ce thème, et donc ils vont venir. Mais les personnes qui n'ont aucun intérêt pour ces formations et qui sont peut-être plus dans une certaine agressivité ou quoi que ce soit, ces personnes-là ne viendront pas. Donc, je pense quand même que dans certaines professions, ça devrait être des formations qui devraient être aujourd'hui obligatoires. Surtout quand on sait aujourd'hui, et ça je pense que Didier sera peut-être plus à même de le dire, mais on a vu, et surtout aux États-Unis là aujourd'hui, et en Europe également, on est quand même à des pourcentages de taux de suicide au niveau des jeunes qui est très alarmant. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a un manque d'aide, en tout cas un manque de structure aujourd'hui, par des personnes qui ne sont pas formées. Et pour moi, il devrait y avoir, même au niveau des syndicats, etc., même au niveau des personnes qui sont dans les sociétés aujourd'hui, il y a un besoin de formation et de connaissances, au moins, en tout cas, de ces questions-là, aujourd'hui. Si. Joël, peut-être une question dans le même genre. Est-ce que pour toi, les délégués du personnel disposent d'assez de moyens, notamment en ce qui concerne des questions liées au handicap dans le monde du travail? Non, absolument pas. Et ça, on le constate, je l'ai dit déjà tout à l'heure, que donc on offre des formations qui sont tous les ans mis à disposition dans le catalogue où chaque délégué peut s'inscrire. On constate toujours que la première année après les élections sociales, comme c'est le cas actuellement, il y a les formations qui peuvent effectivement avoir lieu. Donc où il y a quand même assez d'inscriptions et donc les organisateurs laissent faire les formations. Mais à partir déjà de l'année d'après, ça diminue énormément et vers les 3 dernières années, au fait, la plupart des formations sont annulées parce que tout simplement, il y a un manque d'inscriptions. Maximum de 3 personnes qui se sont inscrites. Cela est dû non certainement pas par un désintéressement, parce que sinon, au début, les gens ne viendraient pas, mais c'est tout simplement qu'effectivement, les heures mises à disposition pour les délégués pour pouvoir participer à des formations arrivent tout simplement à un moment donné un peu au bout. Et le problème, c'est aussi qu'il y a tout simplement, et ça, il faut le dire, un délégué, surtout si c'est par exemple quelqu'un qui a son premier mandat ou même le deuxième, a énormément de choses à apprendre, a énormément de formations à faire. Et donc, à quelque part, avec le peu de temps qui lui est mis à disposition pour pouvoir suivre des formations, à quelque part, il doit faire tout simplement un choix. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, bien sûr, les types de formations où il est le plus abordé par ses collègues, où il a besoin de pouvoir répondre rapidement aux besoins de ses collègues. Et bon, c'est
pas forcément les sujets qui sont le plus abordés, hein, voilà. Et donc, il faudrait déjà effectivement mettre à disposition beaucoup plus de possibilités de suivre des formations. Je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qui a été dit préalablement, avec le fait que dans certains métiers, certains sujets devraient être obligatoires dans le terme de formation. Ça, c'est dans le cadre des cadres enseignants, par exemple, donc tout ce qui est inclusion et tout ce qui est égalité des chances dans tous les domaines, hein, ça devrait être obligatoire. Et effectivement, dans la police, parce que là aussi, je peux que témoigner ce qui a été déjà dit dans les autres domaines représentés, c'est que là aussi, il y a encore pas un an, on avait un cas d'une jeune personne qui, dû à son handicap, avait été gravement, vraiment gravement donc discriminée. Je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est logique, mais dans tous les cas où on a fait un travail énorme pour la convaincre d'aller à la police porter plainte, sa plainte n'a pas été reçue. Le policier qui l'a reçue, la personne a tout simplement dit, oh ben ça, de toute façon, ça n'aboutira jamais. Et puis, faites pas tant d'histoire, rentrez chez vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans des cas comme ça, c'est pas possible. Et là, maintenant, on ne sait pas, est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou est-ce que c'est tout simplement que l'agent en question n'avait pas envie de faire son travail ou est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il ne savait pas mieux? Mais donc, il faudrait qu'effectivement, d'une part, les agents, par exemple police et tout ça, soient vraiment bien formés, qu'ils connaissent bien la législation et qu'ils savent exactement les procédures à suivre. Le cas échéant aussi, qu'ils sachent où demander éventuellement un soutien supplémentaire ou orienter les personnes pour avoir un soutien supplémentaire. Une fois que la plainte aura été déposée, la personne, elle est de nouveau laissée à elle-même. Donc, il faut aussi qu'elle ait éventuellement une association ou un groupe ou comme ça qui puisse la soutenir après hein, dans toutes les démarches. Mais aussi au niveau, il faudrait qu'il y ait un contrôle aussi beaucoup plus strict que, effectivement, quand les gens seront reçus, ou du moins vont porter plainte, que leur plainte est prise au sérieux, quoi, hein, tout simplement. Oui. Je veux juste rajouter une information parce que on entend ça souvent, ma plainte n'a pas été prise au sérieux par la police, au commissariat, tout ça. Ça n'appartient pas à l'agent de police de décider s'il va prendre cette plainte ou pas. Ils sont obligés de noter toute plainte. Après, c'est au parquet de décider qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais tout signalement doit être pris en compte. C'est important de le dire et c'est important de le répéter parce que les gens doivent le savoir, c'est qu'ils doivent insister que cet agent qui est présent le moment-là va effectivement prendre cette plainte. Je voulais juste rajouter ça parce que tout à fait. Évidemment, c'est vrai, ça c'est la procédure, comme elle est écrite sur papier. Le problème, c'est que la personne, justement, que j'ai pris comme exemple, on lui a dit ça. On lui a dit clairement, la plainte, elle va devoir être enregistrée. L'agent n'a pas le droit de refuser. Le problème, c'est que la personne, une fois qu'elle va porter plainte, elle est seule devant l'agent, en général. En tout cas là, elle était seule. Et elle est déjà dans un moment où elle est affaiblie par ce qu'elle a vécu, par cette discrimination. Elle est déjà atteinte dans son être, entre guillemets, hein. Et puis tout d'un coup, on lui dit ce qu'elle devrait faire ou ce qu'elle pourrait faire. Elle arrive là, et là, on lui dit, oh, bah, de toute façon, c'est n'importe quoi, etc., etc. On la diminue une fois de plus. La personne, elle part. je suis à 100% d'accord avec ce constat et c'était pour dire tout simplement que c'est important qu'il y a cette obligation. Après, je suis tout à fait d'accord que la façon dans laquelle cette plainte est effectivement reçue, ça peut changer beaucoup de choses et dans ce cadre-là, il faut des formations. Tout à fait d'accord. Après, comme il a été dit auparavant, il y a effectivement une crainte des personnes d'aller porter plainte. Donc, je pense que le ministère en avait d'ailleurs parlé, le ministère d'égalité, on est à peu près entre 4 et 5% des personnes LGBT qui portent plainte à la police. C'est qu'il y a effectivement, à un moment donné, quelque chose qui fait qu'on n'a pas confiance dans nos organes et qu'on préfère ne pas le faire. Donc, je pense qu'il y a réellement un problème à ce niveau-là. Le programme de police, c'est la plainte, d'abord, parce qu'on a effectivement un souci. Et le deuxième, parce que j'y étais moi-même avec mon époux, on s'est présenté, on a eu le même cas de figure que M. Delvaux a évoqué. En fait, on nous a dit non, un agent ne vous recevra pas, non, vous pouvez repartir. C'est un peu comme une réception dans un hôpital, quand vous êtes chez un médecin, on vous dit il n'y a pas de rendez-vous, quand vous venez en occasion.
Donc, est-ce que vous pouvez reporter, dites que Stéphane, bonjour, on reviendra demain dans un mois. On trouvera quelqu'un d'autre, peut-être on laissera passer. Ben, merci pour le témoignage, ça c'est très important. On n'est pas ici pour défendre la police, ça c'est clair. Mais il y a quand même, la bonne volonté qui se manifeste au niveau de la direction de la police d'agir. Et voilà, juste pour vous dire que la police nous a approchés pour dire bah, il y a un problème au niveau de nos agents. Il faut plus de doigté, plus d'empathie, plus de respect envers les personnes qui portent plainte pour une raison ou pour une autre. Voilà, et on est en train de mettre sur pied une formation ensemble avec le CIGAL, avec Rosa Luxemburg, avec les organisations de femmes, afin voilà, de développer des scénarios concrets qui ont eu lieu et qui vont être intégrés dans des scénarios voilà, pour rejouer un peu des situations concrètes afin de sensibiliser les agents de police de réagir de manière un peu plus délicatement et d'accueillir les victimes avec un peu plus de respect, d'être sensibilisés sur les matières, de comprendre aussi c'est quoi une personne trans, parce que je crois qu'il y a quand même des connaissances fondamentales qui ne sont pas là, il faut le dire. C'est pas leur vie quotidienne, ce ne sont pas les cas qu'ils traitent chaque jour. Voilà, il y a une prise de conscience au niveau de la direction que ceci est un défi. Dans les formations de base aussi, la violence domestique, par exemple, ça c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la formation de base de la police. Mais tout ce qui est LGBT, tout ce qui est arc-en-ciel, c'est inexistant. Ils sont en train de le faire. Et voilà, ce sont des petits pas, j'avoue, mais il y a quand même une ouverture d'esprit dans ce contexte qui est difficile. Voilà, on s'est beaucoup réjoui de cette prise de contact qui venait de la police et pas de nous. On n'est pas venu on n'est pas allé vers la police. Bah, il faut dire que il faut que vous preniez des actions. Mais ce sont eux qui se sont adressés à nous et aux associations. Sont des petits pas, mais on essaie de progresser. Merci. Quand on parle d'administration et de réception des plaintes, on a évidemment aussi toujours, surtout quand on parle du monde du travail, on a l'inspection du travail des mines où on entend souvent aussi les mêmes échos un peu qu'on vient d'entendre par rapport à la police. Peut-être que là aussi, Joël, est-ce que toi tu peux témoigner un peu de ton expérience de ce côté-là? Est-ce que là les agents, enfin ou les personnes qui travaillent sont formés à ce genre de questions et quelle est ton expérience? Alors là, de ce côté-là, on n'a pas eu encore vraiment beaucoup à faire à l'ITM. Les quelques cas où effectivement c'est passé par l'ITM, ouais, c'était plutôt quelques conseils que la personne concernée a reçus. Il y a eu aussi quand même une ou deux fois où ils sont intervenus sur place, donc c'était plutôt positif. Mais bon voilà, c'est par le biais de fait comment ça se passe en règle générale, c'est pas forcément vers eux qu'on se tourne, hein. On a plutôt tendance à se tourner vers des organisations qui sont vraiment dans le domaine de l'handicap plus actifs et qui ont plus de connaissances, comme par exemple Info Handicap, qui a un service aussi d'information juridique, ou alors justement le CET aussi, hein, qui sont vraiment dans cette matière bien spécifique, hein. Donc là aussi, on pourrait dire que effectivement, si l'ITM était plus impliqué dans le savoir et dans la pratique, ça pourrait devenir un outil intéressant, mais actuellement, ils ne sont pas encore vraiment dans le bain, quoi. Moi, je pense qu'en règle générale, et sans vouloir être pessimiste, et je salue et reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits, en règle générale, je n'enverrai pas une victime ni à la police ni à l'ITM dans le monde du travail. Et du coup, peut-être ce qui est intéressant pour nombreux d'entre vous, syndicalistes, membres d'une délégation du personnel et le syndicat lui-même, parce que j'ai longuement réfléchi quand j'ai lu la question, parce que je me suis aussi posé la question, effectivement, qu'est-ce que le syndicat ou les délégués pourraient faire? Et je pense que, certes,
les formations sont super importantes, mais je me dis, on ne peut pas se former à toutes les types thématiques et tout type de discrimination. Enfin, c'est très complexe. Il y a une multitude de sujets sur lesquels on pourrait être discriminé. Et je me dis qu'il faut être pragmatique. Donc, premièrement, connaître, en tout cas, le syndicat, connaître bien la base légale, avoir peut-être une grille avec des questions. Il y a un salarié qui a un problème. On a des questions très concrètes qu'on va poser à ce salarié et qui vont nous permettre d'identifier est-ce qu'on se trouve dans le domaine des discriminations qui sont punies par la loi ou pas, et quelles sont les organisations, avoir des listes des organisations, quelles sont les organisations spécialisées vers lesquelles je peux orienter la personne. Ce que je veux dire, c'est pas les gens ne devraient pas porter plainte, c'est les gens peuvent porter plainte accompagnés par le centre SIGAL quand il s'agit d'une discrimination basée sur l'orientation sexuelle ou accompagnés par une association dans le domaine du racisme quand il s'agit d'une discrimination raciale. Parce que envoyer une personne sans outils, sans connaissance du cadre légal, parfois sans possibilité d'avoir un discours cohérent, parce que quand quelque chose de grave nous arrive, c'est parfois difficile d'avoir un discours cohérent, ou, enfin, on voit l'impatience parfois des policiers quand la situation saute un peu tout le temps dans l'histoire. Donc, je pense, pour répondre à la question que vous aviez posée, et que vraiment, il faut disposer d'une grille d'analyse. Se donner les moyens de mettre en place une grille, de reconnaître quel type de discrimination il existe et d'équiper les délégués du personnel avec cette grille et surtout aussi les former, même si on n'arrive pas à les former à tous les thèmes, mais en tout cas les former à accueillir la parole d'une personne qui se plaint d'une discrimination en ne jamais minimisant, en juste écoutant. Si votre conviction personnelle en tant que délégué, c'est bon, pour moi, ça c'est rien du tout, j'en ai vu d'autres dans ma vie, j'ai passé par pire, c'est possible, mais on ne vous demande pas de donner votre opinion personnelle. Écoutez, recueillez la parole, identifiez est-ce que c'est une discrimination au sens de la loi, vers où j'oriente la personne ou quelles sont les différentes manières d'agir, parce que je pense qu'on s'en sort pas si on veut former les délégués du personnel sur tous les sujets, parce que c'est trop grand et effectivement, le cadre légal ne nous donne pas assez de possibilités de les libérer pour ça. Pour continuer ce propos de Ralph, je suis pas là pour défendre la police, hein, mais il y a un vrai mouvement. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent changer quelque chose. Ils ont sollicité le méga, ils nous ont sollicité. Nous, l'avantage pour le Cigale et les gens et nous accompagnons donc pour le Luxembourg, c'est qu'on a aussi Elias Cher, que vous connaissez peut-être dans les journaux. Enfin, et il a aussi un compte Insta et Facebook, si vous avez, qui s'appelle Mensch as Mensch. Je fais un petit peu de publicité pour lui. Donc, qui est le premier et même le seul homme trans de la police. Et et la police est OK pour. Alors, il n'est pas encore agent de liaison à proprement parler, comme on peut le voir en Allemagne ou en France, parce que l'idée, c'est de dire que si on met des agents de liaison par rapport à certaines populations, ben, il faut pas qu'il y ait que les populations LGBTQ+, il en faut aussi d'autres. Donc, ils sont eux-mêmes en train quand même de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'accueil. Et Elias, moi, je l'ai déjà fait appel à lui pour aussi accompagner, accueillir voilà des victimes. Et puis le Luxembourg, grâce à Elias, a intégré donc le European LGBTIQ+ Police, je crois. Aujourd'hui, et c'est aujourd'hui, et d'ailleurs sachez que tous les policiers sont là ce soir, que j'ai été invité à boire un verre, que je suis avec vous, plutôt qu'aller boire des verres avec des policiers gays. Donc je tiens quand même à ce qu'on salue mon sacrifice. Mais voilà, il y a quand même, voilà, quand même cette volonté vraiment de la police de faire quelque chose. Alors peut-être le chemin est long, hein, on est d'accord, hein, mais en tout cas, ils ont intégré en effet un module avec Elias propre LGBTIQ+, et les autres thèmes aussi, le handicap. Et les policiers passent par là maintenant, plus formation continue en effet avec sous la coordination du méga. Voilà, je suis pas policier, mais c'était un peu pour dire que les choses s'améliorent. Je sais que c'est difficile des fois d'avoir confiance en l'avenir, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un effort. Voilà.
Est-ce qu'au niveau du CET, on a aussi, par rapport à d'autres administrations, est-ce que c'est une thématique aussi des discriminations au sein même des administrations, des plaintes, enfin, au-delà de la police maintenant, je veux dire. Alors, pour vous donner un exemple, le CET, on fait régulièrement une étude, un sondage qui s'appelle l'Observatoire des discriminations, où, entre autres, on pose la question dans quel contexte les personnes ont été discriminées. C'est un sondage représentatif. Où on sait que 25% des personnes qui ont été victimes d'une discrimination au cours des 3 dernières années indiquent que c'était en contact avec des administrations publiques. Donc, c'est quelque chose qui existe certainement, où on a des dossiers de personnes qui vont nous contacter parce qu'ils ont été discriminés par des administrations. Voilà. Mhm. Je ne sais pas si Non, quelqu'un d'accord. a plus d'informations à donner par rapport à ça et si j'ai répondu à la question, mais Oui. voilà. Juste sur le monde du travail, nous, enfin, on a aussi un service qui s'appelle Luxembourg Institute for LGBTIQ+ Inclusion, qui est une sorte d'observatoire des LGBTIQ+ phobie, donc de la discrimination, et qui, sur le volet travail, collabore avec l'IMS, c'est mon accent anglais, Inspiring More Sustainability, quelque chose comme ça. Et ils ont eu 500 réponses. Laetitia, je sais plus si tu as les chiffres en tête, mais il y avait combien de personnes qui se cachaient au travail? 40%, je crois. On est sur le chiffre du Luxembourg, hein. Ouais, 47%, voilà. Euh, pour peut-être enchaîner sur ce que tu disais déjà avant, Jessica, ça serait une question un peu plus large aussi sur les défis du syndicat lui-même, du syndicalisme lui-même, parce que je veux dire, si ça a été dit avant, le contexte fait qu'il y a des sujets qui sont pas faciles à aborder, mais évidemment, c'est la même chose au sein même d'une organisation syndicale qui a quand même pour parler de l'OGBL, 80 000 membres, quelque chose comme ça, qui a des milliers de militants et de militantes et de délégués et de personnes actives, et forcément qui a en son sein aussi des discriminations ou des thématiques difficiles à aborder parce qu'on est une organisation de membres. Et donc j'aimerais bien peut-être aborder cette thématique qui pour nous est évidemment aussi un peu compliquée des fois à aborder. Qu'est-ce qu'il faut faire comme remise en cause? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont peut-être les pistes à élaborer pour que le syndicat lui aussi puisse se réinventer face à ce backlash sociétal qu'on vit, face à toutes ces thématiques qui reprennent de l'ampleur. Peut-être, je sais pas. Personne. C'était à Laetitia que la question était tournée. Ok. Alors, au niveau du syndicat, ce qu'il y a à faire ou ce qu'on peut faire, alors c'est certainement pas de la discrimination qui est en cours, mais le contraire de la discrimination, c'est, si on veut, c'est donc l'inclusion, hein. C'est donc permettre à tout le monde d'être à pied d'égalité et de pouvoir participer à ce qui est offert au même titre que n'importe qui d'autre. Ben voilà, s'il y avait une personne maintenant, par exemple, ce qu'on appelle malentendante ou non-entendante, qui aurait eu envie de venir ce soir, ben ça commence, on n'a pas de traducteur en langage de signes présent ce soir. Donc déjà, ce serait d'avoir le réflexe de toujours effectivement réserver un traducteur de langage des signes. Ensuite, de bien annoncer qu'il y a cette offre qui est donnée lors de l'annonce de la conférence ou de la table ronde ou n'importe. Ensuite, effectivement, éventuellement permettre même la visioconférence, entre guillemets, pour tous ceux qui ne peuvent pas participer en raison, par exemple, de leur situation, de leur handicap. Il faut savoir que beaucoup de personnes vivent dans un monde parallèle, ce qui est le monde institutionnel. À 9 heures, pour des raisons organisationnelles, ils doivent être couchés. Parce que là, il y a l'équipe de nuit qui vient, qui est au réduit. Donc, tous ceux qui ont besoin d'une assistance pour, par exemple, se mettre en pyjama et d'aller coucher, à 9 heures, ils doivent être couchés. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de venir à des réunions comme celle qui a lieu ce soir ici. Mais ce n'est pas pour autant que le sujet ne les intéresse pas. Donc, aussi prévoir ça.
Par exemple, aussi prévoir tout ce qui est publication, que ce soit des flyers, que ce soit n'importe quoi, en langage simplifié, pour que tout le monde puisse le comprendre. Parce que c'est pas parce qu'on a un handicap éventuellement d'apprentissage ou quoi que ce soit qu'on n'est pas intéressé ou qu'on ne veut pas participer ou que ça ne les touche pas. Par exemple, le 28 juin, la pension, ça touche aussi les personnes qui travaillent dans le domaine d'une institution pour handicap mental, par exemple. Donc la pension est également en jeu. Je peux m'imaginer qu'ils seraient intéressés de vouloir participer. Pour ça, ça doit leur être rendu accessible, toutes ces informations. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, de effectivement tout simplement garantir que tout ce qui est fait soit vraiment abordable à tous, hein, de penser à la diversité que fait notre société. Voilà, ça, c'est déjà une grande chose. Et puis après, effectivement, continuer vers le chemin de la sensibilisation, hein, et de l'apprentissage pour toutes les personnes qui peuvent avoir un rôle actif à jouer. Et là, je le dis de nouveau, pour tout le monde, parce que tout le monde joue un rôle actif dans notre société, hein. Merci. D'autres interventions? Oui. Euh, je cherche parce que je vais. En fait, je veux pas faire de références malencontreuses historiques, mais il y a des études actuelles qui nous amènent à penser que les conservateurs et les réactionnaires nous amènent dans une guerre culturelle. C'est-à-dire, je crois que c'était Kulturkampf, c'est ce que je cherchais, donc je crois que c'est une théorie d'Adorno de l'école de Francfort, qui a été étudiée dans les années 20 et 30 par rapport au nazisme. Et cette Kulturkampf, elle cherche en fait à opposer deux clans. Et elle va amener les deux clans à se constituer par rapport à plusieurs entités qui pouvaient collaborer ensemble et vraiment les diviser en deux avec le pour et le contre. Et vous avez que cette théorie, avec le wokisme, comme on dit, hein, avec Laetitia, on est les représentants même. Parce que le wokisme, voilà, il est souvent résumé à la question LGBTIQ+, mais pas que. Voilà. Le wokisme, c'est aussi, alors, woke, c'est-à-dire, c'est être réveillé aux inégalités, y compris pour les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, etc., etc. Et cette attaque frontale sur ce que les réactionnaires vont appeler le wokisme amène des effets très forts, enfin de l'outrance même quand on voit Donald Trump, hein, d'opposition au wokisme, et ça peut aussi emmener à des constitutions de clans et aux personnes qui sont plus modérées, plus progressistes, en effet, à prendre aussi parfois des positions un peu extrême, on va dire. Et donc, on va arriver à une confrontation vraiment à ce choc culturel qui est voulu parce que jusque-là, l'histoire a toujours montré que l'univers en général aimait bien l'équilibre et l'homéostasie. Et donc, on va plutôt revenir à un équilibre antérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est plus réactionnaire, plus conservateur. Si pour le syndicat, voilà, mais j'ai pas de solution, hein. C'est-à-dire, si vous rentrez de plein pied dans cette guerre, vous allez favoriser cette opposition avec une chance de gagner, je sais pas, hein, mais et si en même temps on ne combat pas, si on ne lutte pas point par point, si on ne démonte pas point par point, ben on va aussi perdre. Et vous savez, il y a un adage ou un proverbe ou je ne sais pas, c'est que pour dire quelque chose de faux, ça me prend 15 secondes. Je vous dis la Terre est plate. Si maintenant il y a l'un d'entre vous qui veut se lever, qui veut expliquer à tout le monde que la Terre n'est pas plate, ça lui prendra 5 à 10 minutes. Donc on part déjà avec des armes qui ne sont pas égales. Hein. Donc c'est voilà, et je crois que le syndicat, mais comme toutes les organisations qui luttent pour l'égalité, l'équité, c'est cette difficulté-là, c'est de pas être entraîné dans cette guerre culturelle, ce choc frontal que le camp réactionnaire conservateur dans lequel ils veulent nous emmener, mais il faut pas non plus, faut pas céder, il faut pas céder un pas, quoi. Il faut rester sur les positions. Ça va être compliqué. Ça n'avance pas beaucoup le débat, mais c'est la lecture que j'ai de la situation. Alors, moi, j'ai encore quelque chose à rajouter sur ce point-là en général. Donc, nous, le CET, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'ester en justice. Les syndicats, ils l'ont. Je ne sais pas combien de fois les syndicats ont effectivement décidé d'accompagner leurs membres dans un cas de discrimination devant les tribunaux. J'ai peur qu'il n'y en a pas beaucoup de ce genre de cas, mais j'espère que si vous avez connaissance de ce genre de cas, que vous allez essayer de motiver les personnes à effectivement porter plainte et
de les accompagner en justice, d'ester en justice. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important parce que ça va être quelque chose qui va nous aider à combattre ce manque de jurisprudence. Juste pour être complète, j'ai dit que le CET aujourd'hui n'a pas le droit d'ester en justice. Grâce aux directives européennes 2024, 1499 et 1500, on devra avoir d'ici 2026 le droit d'ester d'une façon ou d'une autre en justice. À partir de ce moment-là, nous aussi, on va essayer de faire notre travail et de créer cette jurisprudence qui me semble en tout cas tellement importante dans ce contexte. Le gouvernement est en train de transposer cette directive. Juste par rapport à l'accompagnement juridique, je peux peut-être répondre, même si je dispose pas du tout de chiffres, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. En tant qu'organisation, on est une organisation de fait, une association de fait, donc on n'a pas non plus le droit, nous, en tant qu'organisation, d'ester en justice. Par contre, on peut accompagner nos membres qui désirent le faire ou qui le font, et ça, on le fait. Nos membres ont une protection juridique, ça veut dire que quelqu'un qui est syndiqué chez nous, il a droit à une protection juridique, donc à un avocat qui l'accompagne, un accompagnement tout au long de la procédure. Maintenant, tout dépend aussi toujours, parce que ça c'est la première question que nos juristes, nos avocats vont regarder, c'est est-ce que le cas il est gagnable ou pas, et si d'avance il est clair, on n'a pas assez d'éléments et que la personne risque de plus s'exposer qu'autre chose et d'avoir des représailles sans avoir une garantie ou une chance de gagner le procès, forcément nos avocats vont aussi lui dire ça sert à rien malheureusement, hein. Donc on revient à nouveau à la même problématique. Si je pouvais juste rajouter quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que travailleur, quand on a un souci, c'est vrai qu'on va en premier lieu vers le syndicat. C'est souvent ce qui nous apporte une aide directement et heureusement. Et je pense que, en tout cas, le syndicat est censé représenter tous ses membres, quels qu'ils soient. Et, et je pense que le travail qui est fait aujourd'hui, il est fait pour chaque personne, en tout cas. Et je reviendrai encore une fois, et c'est pour moi, je pense que c'est un grand besoin. C'est effectivement que chaque personne, en tout cas, qui va être en contact avec les membres, soit formé en tout cas, qui puisse représenter lui-même les problématiques qui peuvent arriver. Et briser également tout ce qui peut être tabou ou biais interne dans le syndicat en lui-même, c'est-à-dire que déjà travailler sur les membres du syndicat au départ pour pouvoir en tout cas travailler après avec les membres. Donc je sais que c'est quelque chose qui revient, mais une sensibilisation, en tout cas une formation des syndicats est également très très importante pour cette représentation-là, déjà en premier lieu auprès des politiques et en tout cas auprès de tout ce qui peut être extérieur, mais également pour les membres, c'est-à-dire de pouvoir comprendre la problématique qu'un membre peut traverser au niveau du travail. Moi, j'ajouterais juste que, comme on est dans des temps quand même où les taux se resserrent et qu'il y a des choses pas très positives qui vont probablement arriver ou contre lesquelles on va devoir lutter, la libéralisation des heures d'ouverture, la retraite, etc., etc., c'est aussi un grand défi, je pense, pour le syndicat, parce que le syndicat, c'est finalement quand même un groupe de gens très, très divers et parfois avec des opinions politiques très diverses aussi. Et je pense qu'il y a un vrai travail de rappel de l'histoire à faire et du positionnement historique du syndicat dans des sujets comme la discrimination raciale, la défense des droits des migrants, mais aussi sur d'autres types de discrimination. Et je pense que, voilà, ça c'est une des choses urgentes à faire maintenant, parce que quand les choses commencent à être compliquées, on va avoir des gens, même dans les syndicats, qui vont dire oui, mais nous, à l'époque, quand on est venu, on n'était pas comme ça, et ceux qui viennent aujourd'hui, etc. Et ça, c'est très dangereux. On est dans un moment où ce genre de discours peuvent très facilement surgir, et il faut s'assurer que le syndicat les combattre de l'intérieur en prenant vraiment des positions très fortes contre toute discrimination raciste, contre tout type d'autres discrimination pour orientation sexuelle, genre, etc., etc. Donc, oui, je pense, voilà, moi je suis personnellement inquiète en général pour ce qui vient en ce moment, mais du coup, je pense parfois c'est très important de revenir sur d'où on vient ou d'où vient le syndicat, parce que parfois il y a
des gens engagés dans le syndicat qui peut-être n'ont même pas conscience de la grande histoire à laquelle ils appartiennent. Ils voient leur situation actuelle aujourd'hui et peut-être voilà, revenir aux racines syndicales et qu'est-ce qu'est un syndicat ou l'histoire du syndicat. Merci beaucoup. Et peut-être pour enchaîner là-dessus, parce que ça m'est venu à l'esprit, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi personnellement pas mal. J'avais vu quand il y a eu les élections en Allemagne et qu'il y a eu une poussée de l'extrême droite en Allemagne aussi, comme dans plein d'autres pays, j'avais vu un chiffre qui m'avait frappé, qui disait que 35% des syndiqués, des travailleurs syndiqués allemands avaient voté extrême droite. Et donc à première vue, là, on peut se dire, waouh, ça craint. À deuxième vue, on peut quand même aussi se dire, et là c'est peut-être le côté optimiste qui prend le dessus, se dire mais ça c'est des gens qui sont pas encore perdus entre guillemets, parce que c'est des gens qui appartiennent encore quelque part à une organisation collective qui défend des valeurs de solidarité, de progrès social. Alors qu'ils y croient ou qu'ils y croient plus ou pas, ils sont quelque part encore atteignables, ils sont pas encore tout à fait perdus. Et en ce sens, je pense qu'il y a aussi une très lourde responsabilité qui pèse sur les organisations syndicales. Et en ce sens, voilà, je rejoins ce qu'a dit Jessica. Je proposerais peut-être d'ouvrir aussi au public maintenant s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou dire des choses, hein, faire des commentaires. Qui veut? Attends, le micro. Ah, c'est vert. Alors, qui avait demandé la parole? Madame. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Je me présente. Je suis Diana Tapé. Je suis coach et formatrice dans les questions du racisme, dans la lutte antiraciste. J'ai deux questions. La première question, c'est de savoir à quel moment est-ce que on peut, je sais pas, à quel moment on peut dénoncer un acte on peut qualifier un acte de discriminatoire parce que c'est tellement personnel des fois, tellement subtil, parce que moi, je suis une personne racisée et c'est des situations que tu vis, par exemple, lorsque je cherchais un logement au Luxembourg, j'ai tout fait. J'avais tous les papiers avec mon mari, tout ce qu'on a demandé. C'est des choses qu'on ressent. Personne a son bien. Et on vous dit allez, revenez, on ne vous dit pas clairement. Et vers la fin, on vous dit que le bien, euh, on a choisi quelqu'un d'autre. Mais on ne vous donne pas des raisons. Et vous allez après quelque temps sur le site, vous voyez que le bien, il est toujours disponible. Ça, par exemple, c'est un fait. Lorsque vous partez à l'école avec vos enfants, votre enfant lui-même qui est enfant mineur vous dit, maman, le professeur, il m'a fait ça parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il a fait comme ça. En fait, c'est tellement subtil et je suis vraiment intéressée par la grille de madame pour pouvoir savoir à quel moment est-ce qu'on définit cet acte-là de discriminatoire ou de raciste, comment est-ce qu'on le qualifie? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est lorsqu'on va faire une plainte, déjà, je vous ai tous entendus et vous avez raison, il faut être fort, déterminé pour qu'on puisse prendre votre plainte. C'est vrai, madame, vous aviez dit, moi je l'ai vécu, mais je n'ai pas laissé tomber parce que, voilà, voilà, j'ai su que c'était mon droit de déposer ma plainte, que l'argent ne soit pas disponible aujourd'hui. Je suis revenue le lendemain. J'ai même, je ne sais pas comment dire ça en français, j'ai même dû dire que si vous ne prenez pas ma plainte, je vais faire une vidéo et mettre sur les réseaux sociaux. Et j'ai senti que c'est ce qui a fait, bon, ok, madame, attendez un instant et tout, et on a pris ma plainte. Ça, c'est un premier pas. Mais quelles sont les différentes étapes après? Comment est-ce qu'on suit la plainte? Et ça, je ne sais pas si vous avez les réponses. Voici mes deux questions. Je vous remercie. Qui veut?
Alors, merci beaucoup pour les questions et ça va pas être très facile d'y répondre. Je vais commencer avec la première question. En principe, au moment où vous déposez la plainte, vous allez recevoir une copie de la plainte où il y a un numéro de cas qui est noté, qui devrait vous permettre de recevoir des informations par rapport à ça. En principe, après avoir déposé la plainte, il y a le parquet qui va l'analyser et en principe, vous donnez un retour en disant que je vois déjà des têtes qui sont en train de dire non, en principe, mais je ne suis pas là non plus pour défendre le parquet, va vous donner un retour pour vous dire qu'est-ce qu'il va faire, s'il va clôturer l'affaire, pourquoi il va clôturer l'affaire ou qu'est-ce qu'il compte faire avec. Autre grand souci qu'on a, mais qu'on a pour tous les problèmes devant les tribunaux, on n'a pas assez de juges, pas assez de temps, pas assez de magistrats et autres pour traiter beaucoup d'affaires. Donc, on voit malheureusement qu'il y a beaucoup de cas qui sont classés, qui sont dites mineurs, qui ne vont jamais être discutés devant un tribunal. Donc, voilà plus ou moins pour ça. À partir de quand qualifier un acte discriminatoire? Alors, tout ce que que vous avez décrit, pour moi, c'est discriminatoire, mais qualifier de discriminatoire et prouver que c'était effectivement discriminatoire, pour moi, c'est deux choses très différentes. Le logement, c'est un domaine qui est particulièrement compliqué au Luxembourg, tout simplement parce que c'est même s'il n'y aurait pas de discrimination du tout, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui vont être déçus parce qu'il y a une telle demande et une offre qui est assez limitée. Mais bon, on est tous conscients qu'il y a beaucoup de discrimination dans le logement. Un outil qui pourrait exister, qui existe d'ailleurs en Belgique par exemple, c'est ce qu'on appelle la possibilité de faire du testing, qui consiste à, c'est quelque chose qui s'utilise aussi pardon, dans la recherche d'emploi, en envoyant des CV qui sont allez, à 99% équivalents. On va juste changer le nom de la personne qui se porte candidate. Et si l'une personne va être invitée à un entretien et l'autre, parce qu'elle a un nom avec une connotation étrangère, ne l'est pas, ça, en Belgique, par exemple, peut être accepté comme une preuve d'une discrimination. Donc, ce serait une voie. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas possible au Luxembourg. On risque même de se faire accuser soi-même d'avoir fait un faux en écriture parce qu'on utilisait un mauvais nom. Bon, ça c'est une problématique. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auront plus d'éléments de réponse concernant le fait si à partir de quel moment on peut qualifier quelque chose comme discrimination. Micro, j'ai aussi fait une plainte sur un voisin. Moi, j'ai appelé la police elle est venue. Après, qu'est-ce que la police a fait? Rien. Moi, je vais à l'avocat, j'ai payé 1200 et quelques. L'avocat a dit qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'elle ne peut pas ir à prison, rien, parce qu'elle a le droit de se promener par là. Alors, moi, j'ai dit à M. Faria, si vous me pouvez au moins regarder ce que l'avocat elle a pris trop pour me donner de retour, non, mais même pas. Elle a dit, il faut ir à un avocat gratuit. Je vais au gratuit, mais je n'ai pas d'avocat gratuit. Alors, je reste 5200 et quelques euros. C'est tout. La police n'a fait rien. Une fois, elle me regardait dans la rue et elle dit, prazeres, la voisine, elle te laissait tranquille. Et la police, mais j'ai déjà changé d'appartement, c'est bien. C'est tout. J'ai payé 1000 et quelques. Oui, je pense que ça rejoint un peu la réponse. Quel type de discrimination vont réellement mener à des conséquences? Et c'est ce que je disais avant. Quand on sait ça va coûter du temps, de l'argent, de l'énergie à quelqu'un et ça va servir à rien, comme ça vous a coûté de l'argent, du temps et que ça finalement aboutit à rien, on va décourager les personnes, enfin pas décourager, mais les informer que c'est une possible conséquence. Il y a des choses qui sont des discriminations. Vous savez que vous êtes discriminé parce que vous êtes une personne noire et que le logement est encore en vente et qu'on vous a dit qu'il a déjà été pris.
Mais je vous encouragerai pas à porter plainte pour ce type de discrimination parce que vous aurez l'impossibilité de le prouver. Donc, je pense que la grille que j'ai mentionnée, elle est imaginaire, je ne l'ai pas encore faite. C'est une grille qu'il faut construire ensemble, qu'il faut construire avec, en prenant comme base le cadre légal et les discriminations reconnues par le cadre légal, et ensuite voir peut-être aussi, je m'imagine, hein, avoir certains niveaux, de dire voilà ça, peut-être ne pas conseiller forcément de porter plainte, mais quel type d'action serait possible? Il y a d'autres choses qui peuvent être faites. On porte pas peut-être plainte, mais on en parle à l'employeur ou au RH ou peu importe. Donc, c'est pas parce que c'est pas punissable par la loi ou que il n'y a pas moyen que ça aboutisse que c'est pas une discrimination. J'aurais une question par rapport pour le ministère, ou même pour le Centre d'égalité de traitement. On a parlé ici que les agents de police auraient besoin d'une formation au niveau des discriminations, les écoles, bien sûr. Et moi, je me demande si les communes non plus n'auraient pas besoin de cette formation, puisque, bon, c'est pas directement une discrimination, quoique, il y a quelques années, je me rappelle, les employés de la commune à Esch demandaient aux gens qui venaient s'enregistrer pour dire j'habite maintenant à Esch, ils disaient il vous faut un document qui dit que vous n'habitez plus au Portugal, par exemple, alors que ce document n'existe pas. Donc ça aussi, c'est une forme de discrimination. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était de la méconnaissance ou de la malveillance? Je me demande si, au niveau des communes aussi, qui sont en contact direct avec la population, cette formation ne ferait pas non plus sens. Vous avez tout à fait raison. Les communes, le personnel des communes, c'est la fonction publique. Et on a l'Institut national de l'administration publique qui propose des formations dans beaucoup de matières. Et je viens d'avoir une réunion ce matin, voilà, pour faire le point sur les questions de diversité, la formation aux questions de diversité et de l'égalité, qui s'adresserait à tout le personnel aussi qui travaille dans les communes. Donc, ça traite du handicap, ça traite du racisme, ça traite des matières LGBTIQ+. C'est pas pour demain, mais on est en train de compléter le catalogue de la fonction publique. Et voilà, on a également parlé un peu des difficultés rencontrées par les gens qui s'adressent à des bureaux de population dans les communes, qui ressentent, qui font des expériences en matière de discrimination, voilà, de non-respect. Je veux pas trop revenir sur la thématique des personnes trans, par exemple, mais c'est quand même une certaine thématique qui, voilà, ils doivent après changement de sexe, ils doivent se manifester auprès des bureaux de la population. Et là, ils rencontrent assez souvent, voilà, des regards, des remarques, des sourires qui, voilà, qui vont vraiment dans une direction de, je veux pas dire de dénigrement, mais qui, voilà, c'est loin d'un traitement respectueux. Voilà, et on a parlé que voilà, il faut agir aussi un peu agir sur ces voilà postes à responsabilité parce qu'ils se sont quand même c'est un personnel qui remplit une fonction cruciale dans les communes. Le bureau de la population, c'est certainement le bureau le plus convoité et visité par les résidents dans les communes. Voilà, et on va également travailler là-dessus, sur l'accueil des personnes qui travaillent dans l'accueil dans les communes. Voilà, il y a des choses en cours. Voilà. Est-ce que ça vous... Non, je voulais juste donner encore un exemple, et c'est un exemple qui a 50 ans d'écart. Deux exemples qui ont 50 ans d'écart, c'est que quand mon père m'a enregistré, il a dit, mon fils s'appelle José, et la personne à la commune de Pétanche a écrit Joseph. C'est la même chose. Et récemment, on m'a dit oui, mais ça c'était avant. Et récemment, quelqu'un m'a dit exactement la même chose. J'ai voulu enregistrer ma fille, qui s'appelle Anna, avec un N, et ils ont dit avec deux N, c'est la même chose. Donc finalement, 50 ans d'écart, et il y a encore des gens qui se permettent ce genre de discrimination, parce que c'est effectivement une discrimination. Je partage cette vue, donc il faut agir là-dessus, et voilà. Et
Gilles. Juste pour dire qu'il y a de la bonne volonté également au niveau de certaines communes. Juste pour donner un exemple, en 2023, il y a la SPEL Aldic qui a organisé des formations justement pour les communes au niveau de l'antidiscrimination. Il n'y a pas beaucoup de communes qui ont participé. Je ne sais pas sous quelle forme ils ont été recrutés ou pas. Je ne sais pas exactement si les membres du personnel des communes ont été obligés à participer ou non. J'ai mes doutes. Voilà. Donc, il y a des choses qui se font, notamment la commune d'Esch a participé à ces formations-là. Mais comme vous le dites, tant qu'il n'y a pas tout le personnel qui est formé et qui se rend compte que c'est discriminatoire de dire quelque chose comme ça, il y a encore plein de travail à faire. C'est très drôle cette question parce qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les différentes communes sur le territoire de Luxembourg. On a des communes avec lesquelles on travaille en matière de violence, en matière d'égalité, qui ont des services à l'égalité qui sont très progressives et qui nous soutiennent aussi dans nos campagnes, dans nos actions. Mais il y a aussi des communes qui sont très réactionnaires, il faut le dire. Et je crois qu'il y a quand même cette dichotomie entre le rural et l'urbain qui est très frappant parfois. On avait ou on a un projet, c'est le théâtre de prévention en matière de violence. On travaille avec les communes qui proposent des séances de présentation de ce théâtre. C'est un théâtre interactif où il y a des scénarios qui sont joués sur scène et le public réagit par rapport aux scènes. Voilà, ça marche très bien. Mais on approchait une commune rurale à l'est de notre pays et qui ont présenté un peu le projet parce qu'ils nous ont approchés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont dit, non, non, la violence ici, non, ça n'existe absolument pas. Et ils étaient sérieux, je vous le dis, ils étaient sérieux. Non, on veut pas, on veut rien, on veut rien faire à ce sujet. Et on a quand même, et nous, en tant que ministère, au niveau de la police, on a quand même des statistiques en termes de violence domestique, par exemple. On sait exactement les cas des expulsions, par exemple. Donc, juste pour vous dire, les mentalités, aussi sur un territoire comme Luxembourg, qui est vraiment très petit, c'est le jour et la nuit d'une commune à l'autre. Donc, on a comme Gilles vient de le dire, il y a beaucoup de bonne volonté des grandes communes qui sont très actives et qui sont très sensibilisées, mais il y a quand même et c'est la grande majorité des autres communes, des responsables communaux qui ont une ignorance par rapport au sujet de l'égalité qui est quand même frappante, juste pour vous dire. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est vrai qu'on a toujours envie que les choses avancent plus vite ou en tout cas qu'elles soient prises en compte plus rapidement. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une bonne volonté. Par exemple, nous avons été approchés par l'Institut de formation des fonctionnaires, justement pour mettre les thématiques LGBT et Q+, en tout cas au niveau des formations. Donc c'est quand même eux qui sont venus vers nous et pas nous. Donc là, on voit qu'il y a quand même une volonté de leur part également de mettre ces thématiques-là, en tout cas au niveau des formations des fonctionnaires. Donc je me dis que, bon, un institut comme ça, qui est quand même, je veux dire, assez lourd, bon, c'est quand même poser ce genre de questions et en tout cas, on a vouloir de faire avancer les choses au niveau des fonctionnaires. Donc, je me dis que, voilà, c'est quand même une belle avancée à ce niveau-là. Merci. Je propose de conclure là, parce qu'il est presque 20 heures. J'aimerais encore dire deux, trois choses. Donc, la première chose, c'est, j'ai oublié de dire ça, Sonia me l'a rappelé, la Talente, elle est filmée et enregistrée. Par contre, c'est que les intervenants, je crois, qui sont filmés et enregistrés, pas le public. Donc, comme ça, vous êtes informés. La deuxième chose, c'est il y aura encore un petit verre et une agape offert par la CSL et la section centre du département des immigrés de l'OGBN.
à la brasserie, donc à côté. Et ensuite, j'aimerais quand même faire un tout petit point encore d'ordre général. On a beaucoup parlé aujourd'hui maintenant de plein de choses négatives et plein d'évolutions négatives. Et je crois que Jessica l'a dit avant, il y a plein de mauvaises choses qui nous attendent. Et je partage le constat et on partage le constat. Beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui vient aussi d'une évolution dans le monde qui était prévisible et qui aurait pu être arrêtée à temps. Et je pense que pour certaines choses ici, il n'est pas encore trop tard au Luxembourg par rapport à d'autres pays avoisinants. Et je pense qu'il est peut-être temps de mettre en avant tout ce qui nous unit plutôt ce qui nous divise. Des valeurs comme la justice sociale, la solidarité, le progrès social, la démocratie. Et c'est notamment ce que nous, on va faire en tant que syndicat et en tant qu'organisation syndicale. Et on l'espère avec tous les acteurs de la société civile à qui ces valeurs sont chères le 28 juin. Hein, parce que le lien, il est là, il est vite fait entre une lutte contre discrimination qui n'est pas une priorité, on l'a vu dans l'état de la nation du Premier ministre, mais par contre, une priorité qui est à faire travailler plus longtemps les jeunes, une priorité qui est à casser nos conventions collectives, qui sont un instrument important de lutte contre les discriminations dans nos entreprises, de casser le rôle des syndicats qui ont un rôle important à jouer par rapport aux délégués, par rapport à la formation, par rapport aux salariés qui ont des membres qui sont aussi divers que la société. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, on vous donne rendez-vous le 28 juin, mais on vous donne aussi rendez-vous ici même, dans la même salle, le 5 juin à 17h30, où on fait justement une conférence sur cette question-là, sur les thématiques qu'on partage avec la société civile, avec les associations de lutte contre les discriminations, les organisations de femmes, les organisations antiracistes et de lutte d'organisations écologistes et ainsi de suite, où on essaie de mettre en avant ce qui nous unit plutôt ce qui nous divise. Donc, je vous invite tous et tous à participer et à sortir dans la rue avec nous le 28 juin. Merci. Voilà, moi je voulais juste dire un tout petit mot, un grand merci au comité du centre des départements des immigrés pour avoir organisé cette table ronde et merci aux intervenants et je crois qu'ils ont un petit cadeau pour vous. Merci.